Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à Infotémis, nouveau guide à l'intention des nouveaux arrivants, la famille au cœur de la programmation du 37e Festival Western, Tourisme Abitibi-Témiscamingue lance sa campagne promotionnelle estivale et on connaît maintenant les détails de la programmation de la 17e Foire gourmande. Bonjour à vous tous et toutes, bienvenue à Infotémis. La MRC de Témiscamingue est une terre d'accueil remplie d'opportunités. Par la coordination du comité d'accueil des nouveaux Témiscamiens, la MRC s'assure, avec la collaboration de ses nombreux partenaires, de mettre en place des conditions gagnantes afin que les nouveaux arrivants adoptent notre territoire comme milieu de vie. À ce sujet, un nouveau guide d'accueil est maintenant disponible en format PDF interactif. Afin d'en savoir plus, nous avons reçu en entrevue Catherine Drolette-Marchand, chargée de projet en démographie à la MRC de Témiscamingue, ainsi que Manon Gauthier, agente de migration Place aux Jeunes au Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. Si on parlait d'abord, les filles, du processus pour en arriver à la sortie de ce guide-là, d'où ça vient l'idée? Bien, en fait, l'idée est venue qu'à chaque fois qu'on accueillait un nouvel arrivant, on avait évidemment plein de liens à lui transférer, beaucoup d'activités, beaucoup d'organismes auxquels il pouvait s'allier, mais ça venait un peu lourd dans un courriel d'envoyer tous les liens en fonction de l'intérêt des gens. Donc, ça alourdissait justement les communications. Puis nos liens, mais il fallait aussi toujours référencer pour avoir les bonnes personnes à qui référer, les bons courriels. Donc, ça venait un peu un travail de moine à chaque fois qu'on voulait l'envoyer pour être sûr que nos données étaient à jour. Est-ce que, vous allez me dire, une personne, c'est assez pour avoir ça, mais est-ce qu'il y en a beaucoup des nouveaux arrivants? Est-ce que c'est à cause de ça que ça devenait nécessaire? Bien, en fait, au Carrefour Jeunesse Emploi, il faut savoir qu'il y a un service d'accueil qui existe là, depuis quelques années déjà. Et de plus en plus, en fait, plus les organisations connaissent le service d'accueil, plus on a de l'achalandage, donc des nouvelles personnes qui arrivent. Et on en accueille à peu près, bon an, mal an, 40 par année. Okay. Des gens qui s'établissent au Témiscamingue un peu partout. C'est beaucoup d'abord pour la recherche de logement. C'est la première chose pour laquelle ils viennent nous voir au Carrefour. Ensuite, dans quoi je peux m'impliquer, qu'est-ce que je peux faire, puis c'est quoi les services qui sont offerts. Donc, c'est clair que ce guide-là, ça vient un peu mettre à niveau les personnes qui arrivent et qui ne bénéficient pas du fameux bouche à oreille dont la population, elle peut bénéficier. Donc, ça vient mettre les gens au niveau quant à l'information disponible, puis ça vient défaire aussi certains mythes sur, non, on a telle affaire, on a telle chose. Fait que les gens, souvent, se font leur propre idée. Ils ne doivent pas avoir ça si je ne le vois pas. Mais bon, non, c'est pas vrai. Puis le territoire est grand aussi. Mm-hmm. Donc, ça permet de vraiment rassembler toute l'information dans un seul et même outil. C'est très pratique. Donc, si je comprends bien, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi qui a commencé cette histoire-là, ce processus-là? Exactement, c'est ça. C'est à partir d'une initiative du Carrefour, financée par le ministère de l'Immigration, parce que, dans les nouveaux arrivants qu'on a, il y a plusieurs personnes immigrantes, mais c'est pas seulement que des personnes immigrantes qui viennent nous voir, ça peut être des originaires qui sont de retour en région, ça peut être des gens, justement, là, de partout au Québec, qui sont québécois de souche, mais qui n'ont jamais vécu en région, fait qu'ils ont besoin d'un peu d'aide pour savoir les mécanismes de comment ça fonctionne, comment on s'intègre dans un milieu rural aussi. Donc, ça touche à tout, là, ce service d'accueil-là. Parlons du document comme tel, de ce guide pour les nouveaux arrivants. Parlez-moi des formats tout d'abord. Où est-ce qu'on peut le retrouver? Dans le fond, on le retrouve sur le site web du Carrefour Jeunesse Emploi, où on peut aller le voir. Puis sinon, on le retrouve aussi en format sur une clé USB, qui est en forme de clé de maison pour souhaiter la bienvenue aux gens chez eux, finalement, qui est attachée avec une petite carte postale qui leur dit, dans le fond, que c'est le service d'accueil, puis qu'il y a tous les renseignements sur ce guide-là. Donc, le guide se retrouve sur la clé. Et comme Catherine l'a dit tantôt, les municipalités ont tous
une quantité X là, de cartes et de clés USB. Donc, chaque municipalité peut personnaliser les documents qui se trouvent sur la clé. Okay. Donc, si une municipalité voudrait dire mettre leur politique d'accueil à elle, mais elle pourrait l'ajouter en plus du guide. Fait que ça devient un peu un outil personnalisé à chaque municipalité. Puis, dans le fond, c'est un format numérique. Donc, les gens l'ouvrent, puis ça l'amène sur des... C'est tous des hyperliens. Fait que pour les clubs X, les événements X, ils peuvent aller voir, en fond, en temps réel, qu'est-ce qui a été mis à jour en date d'aujourd'hui sur le site Web. C'est un guide qui est très dynamique aussi. Je pense que vous avez... c'est important pour vous que ce ne soit pas drabe, comme on dit, que ce soit très dynamique. Et seulement la page titre dit tout. Parlez-moi de cette page titre-là. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, au Témiscamingue, venez mettre votre couleur. Fait que ça dit vraiment que si on veut vraiment aimer notre vie au Témiscamingue puis qu'on veut bien s'intégrer dans notre milieu, bien, il faut, à un moment donné, mettre notre touche personnelle. Il faut s'impliquer dans des trucs. Et ça va être un moyen aidant aussi pour rencontrer des gens. Donc, parce que, bon, des fois, les gens ils peuvent dire « Ah, c'est un petit milieu, ça va être difficile de se créer des liens. » Mais il y a des moyens pour de le faire, puis ça passe beaucoup par l'implication. Donc, ça, on veut le mettre en avant. Il y a aussi quelques petits trucs, tu sais, mettons, parce qu'on parlait des personnes immigrantes, tu sais, il y a certains produits au niveau de l'épicerie qui sont pas vendus dans les tablettes et qu'eux autres, ils ont besoin pour cuisiner leur recette préférée. Donc, pourquoi ne pas aller demander tout simplement aux gérants ou aux propriétaires d'aller rajouter cette offre-là? Parfois, c'est des produits non périssables, puis ça va leur faire plaisir de rajouter cette offre-là, tu sais. Donc, et de plus en plus de personnes immigrantes s'établissent au Témiscamingue, donc, à un moment donné, ça va créer un besoin, puis ils répondent à un besoin à ce moment-là. Donc, c'est vraiment des petits trucs comme ça, d'oser, dans le fond, faire sa place, d'oser demander. On le met aussi très à la blague, là, mais si quelqu'un vous klaxonne, c'est pas pour vous presser sur la route, c'est vraiment pour vous saluer. Donc, c'est ça. Fait que c'est des petits modes de vie comme ça aussi qu'on a voulu intégrer à travers le guide. C'est ça, vous êtes allé chercher des petites anecdotes comme ça qui parlent du Témiscamingue. Est-ce que ça a été un long travail, ça, un brainstorming? Comment vous en êtes arrivé à trouver ces petites idées-là? Ça a été long, je vous dirais. Mais c'est parce qu'on finissait jamais par finir de vouloir mettre des choses dans le guide, hein, parce que ça couvre large, mais à un moment donné, il faut quand même se censurer là, pour pas que ce soit trop lourd. Donc, mais c'est sûr qu'il va être toujours en évolution, ce guide-là. Puis oui, ça a été sur 1 an à peu près qu'on a vraiment, au compte-gouttes, rajouté des informations, remodelé certaines affaires. On a envoyé ça aussi à quelques nouveaux pour qu'ils nous donnent un peu leur appréciation du guide puis des suggestions. Donc, c'est ça. Au fil du temps, c'est... Et là, ça va être les entreprises qu'on va viser bientôt. Comme là, on a une première phase, c'est les municipalités qui ont reçu le guide. Mais là, on va pouvoir aller donc sensibiliser les entreprises à distribuer ce guide-là à leurs nouveaux employés également. OK. Et il y a différentes catégories ou parties dans ce guide-là. Quelqu'un qui veut en savoir plus, par exemple, sur les activités, peut aller cliquer dans une section en particulier. Donc, vous avez mis « Vivre, étudier, famille, travailler, en savoir plus et voir ». Donc, chacune de ces parties-là, en fait, du guide est pour cibler quelque chose de précis. Oui. Mais dans le fond, comme pour venir y vivre, il y a aussi, ça va jusqu'à vous trouver une place en garderie pour vos enfants, venir étudier, il y a la commission scolaire, mais il y a aussi des cours professionnels, cégep, université. Tout ça, c'est répertorié, d'où le travail un peu de moine que Catherine elle a fait l'année passée parce qu'il fallait répertorier tout. Puis on voulait aussi représenter tous les secteurs du Témiscamingue. On voulait pas juste que ce soit plus central, on voulait que ça parle à tous. Donc, il fallait aussi recevoir l'information, d'où... la longueur que ça peut avoir pris des fois, là. Oui. Puis en fait, je rappelle que c'est Véronique Beaulieu de la MRC et moi-même qui avons conçu le contenu du guide et les productions Guillermo Patterson pour le graphisme de tout le visuel et tout ça. Est-ce que je me trompe ou la ville de Témiscamingue a son propre guide à elle? Ils sont inclus. Eux, c'est qu'ils sont en train de remettre en place leur comité d'accueil des nouveaux arrivants. Eux autres, ils avaient déjà leur comité. Donc, on a inclus leurs informations là, dans le guide pour tout l'ensemble du Témiscamingue au complet. Okay. Donc, même les gens qui arrivent à Témiscamingue peuvent cliquer sur ce guide de la ville de Témiscamingue dans notre propre guide. Mais on a quand même inclus quelques informations à travers, parce que veut pas, ça met le spot sur ce qui est vraiment intéressant à Témiscamingue, comme j'ai juste en tête, là, mais le café Royal Euphoria, c'est un petit café super sympathique. Fait que, on en a rajouté quand même quelques-uns, mais sinon, tout est dans leur guide à eux, qui est auto-cliquable aussi à l'intérieur de notre propre guide. Et c'est bilingue.
Donc, toutes les communautés peuvent... je lance le message aussi aux communautés autochtones. Tu sais, on n'a pas mis beaucoup d'informations parce qu'on en avait peu, mais à l'automne prochain, si jamais ils voulaient nous contacter, dans le fond, pour qu'on mette certaines affaires aussi de leur communauté, on est ouvert aussi à ce niveau-là. Parce que c'est ça, il y aura des mises à jour qui vont être faites là, périodiquement. Oui, une fois par année, là, j'ai ça comme objectif, dans le fond. Donc, à l'automne prochain, toutes les modifications ou suggestions que je vais avoir eues d'ici là, on va refaire un petit changement pour le mettre à jour toujours. C'est l'objectif. Donc, ce guide-là qui est pour les nouveaux arrivants, mais moi, je l'ai feuilleté et j'ai appris des choses aussi. Donc, je pense que pour la population en général, c'est intéressant à regarder aussi. Ben oui, puis on l'invite, dans le fond, à aller chercher le guide sur le site web du Carrefour. Comme ça, ils vont pouvoir découvrir, comme toi, là, peut-être des nouvelles activités ou des nouvelles activités ou événements qui se tiennent sur notre territoire. Puis même, c'est une belle carte de visite, en fait, pour les gens qui veulent faire connaître leur territoire à de la visite ou la famille qui est à l'extérieur et tout ça. Donc, et ça peut même défaire certains mythes parce qu'on voit toutes les entreprises qui sont là-dessus. Puis bon, on peut connaître un peu plus l'offre au niveau du marché de l'emploi qui est un peu répertoriée là-dedans. Donc, en quelque part, ça nous sert un peu d'outil de promotion, même si au départ, c'est un outil qui a été fait au niveau de l'accueil. Ouais. Donc, rappelez-nous comment on fait pour avoir accès à ce guide. Le site du Carrefour Jeunesse Emploi puis le site de la MRC de Témiscamingue l'ont téléchargé directement dessus. Donc, c'est possible de l'auto-télécharger dans notre propre ordinateur. Sinon, les municipalités, référez-vous à vos bureaux municipaux. Ils en ont tous reçu quelques exemplaires. Donc, ils vont pouvoir vous remettre vraiment l'outil papier avec la clé USB qui vient avec. La 37e édition du Festival Western de Gig se tiendra du 7 au 12 août. Porté par le slogan « Gig a soif de rodéo », le comité organisateur a procédé au lancement de sa programmation le 4 mai dernier. Le tout se déroulait dans une ambiance de 5 à 7 au restaurant de l'Éden Rouge de Saint-Bruno-de-Guigues. La famille est au cœur de cette programmation avec entre autres une nouveauté, une école de rodéo pour les enfants. La programmation musicale a aussi été dévoilée. Caillouche, Matt Lang et Tony Lasauce seront de l'événement. La programmation complète se retrouve sur le site internet festivalwesterndegig.com. Cet événement a aussi été l'occasion de procéder au tirage Misto pour le plus grand bonheur de quelques chanceux. TV Témis était sur les lieux lors du lancement de la programmation. Voici notre reportage. Donc, Roxane Savillac, présidente de l'édition 2018 du Festival Western, peut-être nous expliquer un peu ce qui a été dévoilé aujourd'hui, sur quoi vous misez pour la programmation de cette édition. Donc, pour les nouveautés de la programmation, on va commencer la semaine avec un conte à corps. C'est un conte folklorique qui va être raconté au Domaine Green avec une ambiance western, un peu de camp. C'est une nouveauté, c'est un nouveau partenariat cette année. On ramène un spectacle pour enfants avec un marionnettiste qui va faire des ateliers avec les jeunes très interactifs. Également, une nouveauté cette année, c'est une première en Abitibi-Témiscamingue. C'est la 2e école de rodéo au Québec. C'est un projet que je mijote depuis quelques années et les partenaires, dans le fond, ceux qui font le rodéo professionnel ici ont décidé d'embarquer avec moi. Donc, c'est 40 jeunes du Témiscamingue de 6 à 16 ans qui pourront vivre leur expérience de cow-boy et vivre leurs rêves. Ça, c'est une des nouveautés aussi. Du côté des orchestres, on ramène notre caillouche nationale. On ramène aussi d'autres groupes aussi qui avaient fait fureur ici. On a aussi Mathieu Langevin, qui est une vedette montante du country au Québec. On a la famille Soucy avec le célèbre Yves Lambert de la bottine souriante. Dans le fond, ce qu'on présentait cette année, on a décidé de miser sur l'essence, qu'est-ce qui fait de nous notre festival. Donc, l'ambiance familiale, justement, comme je dis, avec l'école de rodéo, le spectacle de marionnettes, toute l'ambiance familiale. On a aussi des billets pour enfants moins dispendieux, permettent aux familles de participer. On a aussi, puis du côté festif, l'ambiance, dans le fond, dans les estrades au rodéo, c'est toujours très festif. On est reconnu au Québec pour avoir une ambiance. Les compétiteurs sont fiers de venir ici. Ils disent, la foule est incroyable. Et dans l'aréna aussi, on le sait, c'est festif. Donc, de où notre slogan « Gig, as-tu soif de rodéo ». Là, c'est votre première année à la présidente. J'imagine que vous vouliez mettre un petit peu votre couleur. Justement, c'est un peu la programmation, reflète un peu la couleur que vous vouliez lui donner. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, j'aime les gens, j'aime les enfants aussi. Donc, moi, vraiment, le projet d'école de rodéo, la relève, j'aimerais
j'aimerais voir de plus en plus de petits mousses témiscamiens qui vont participer à l'étendue du Québec et de pouvoir avoir leur chance ici. Je pense que ça prend un début en quelque part et ça va éviter aussi de nombreux kilomètres pour pouvoir l'essayer. Puis ensuite, on va pouvoir les voir rayonner sur la scène du Québec, je l'espère bien. Justement, nous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne un peu cette école-là de rodéo, comment ça va fonctionner pour les jeunes qui veulent s'inscrire et participer? Dans le fond, ça va être affiché, les informations vont suivre. Ça va être le jeudi et le vendredi, ça va être sur forme de 3 heures. Le jeudi, ça va être des ateliers, l'attrapé du veau au lasso, le baril, la monte de veau et de bouvillon et tout ça. Et vraiment les informations sur les équipements, tout ça, il va y avoir des instructeurs qui vont être là. Donc, les enfants pourront, sous forme d'atelier, faire le tour de ces 4 plateformes-là. Ensuite, la deuxième journée, ceux qui veulent essayer réellement, exemple, de monter un petit veau ou un bouvillon, auront la chance de le faire dans la deuxième journée. Il va y avoir des équipements, des taureaux mécaniques qui vont vraiment leur donner une bonne idée. Les coûts d'inscription puis tout ça vont être affichés sur Internet sous peu. Vous nous expliquer un peu le tirage aussi, comment ça fonctionne? Bien, ce soir, c'est déroulé la Misto. C'est 1139 billets qui ont été vendus pour la Misto. Il reste des billets, dans le fond, on a 3000 billets en circulation. Le tirage, votre billet de tirage au coût de 50 $ vous donne un laissez-passer pour le rodéo du vendredi et du samedi. Il en reste encore, c'est votre chance. Aussi, les gens qui voudront être près de l'action, près des chutes de broncage, il y a 100 places de chaque côté d'estrade qui sont réservées, que vous pouvez vous acheter un extra. On a une collaboration avec Automobile Paquin, donc ça sera la zone Ford et la zone BRP de chaque côté. Dans le fond, c'est les 100 places les plus près des chutes de chaque côté pour 30 $ de plus que vous pouvez acheter sur notre nouveau site Internet qui est également revampé. Vous pouvez être assis à cet endroit-là, un coussin pour vos fesses, un quinfret pour votre bière et un cordon de clé. Tourisme Abitibi-Témiscamingue, TAT, a lancé sa campagne promotionnelle estivale. Tout comme l'an dernier, la campagne L'art de décrocher met de l'avant des personnes qui sont ancrées sur le territoire, originales, passionnées et bienveillantes, à l'image de tous ceux qui accueillent les touristes en Abitibi-Témiscamingue. Le public découvrira Jacques Pelletier, Charity Lacroix, France Lemire, Angélane Guimont, Isaac Borowitzki, Émilie Villeneuve et David Ouellette, ainsi que leurs recommandations à travers des vidéos, des photos et des articles blog qui seront diffusés sur les différentes plateformes de tourisme Abitibi-Témiscamingue. Les actions promotionnelles de TAT se concentrent auprès de clientèles au profil ciblé dans les marchés du Grand Montréal, de l'Outaouais, de l'Ontario et de la France. Issus d'un partenariat avec Air Québec et Propair, 3 séjours dans la région seront offerts lors d'un concours. TV Témis était sur place lors du lancement de la campagne de TAT. Voici notre reportage. On a le même thématique que l'an passé, c'est-à-dire l'art de décrocher, mais on est allé plus loin dans le concept avec des vidéos des personnages. L'an passé, on avait un microsite qui présentait les personnages dans des textes avec leurs bonnes adresses en Abitibi-Témiscamingue, mais on est allé un petit peu plus loin avec des belles vidéos qui présentent l'humain, qui présentent pourquoi ils travaillent en Abitibi-Témiscamingue, pourquoi ils aiment leur région. Alors, on est vraiment contents. On cible des gens spécifiques en fonction du territoire, en fonction aussi de leurs activités. Alors, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir festival, événements, attraits, artistes, chefs. Alors, et on essaie de représenter l'Abitibi-Témiscamingue avec ces gens-là de façon à avoir un beau portrait des personnages que les gens vont rencontrer en Abitibi-Témiscamingue pendant leurs vacances. Pour moi, vraiment, le rôle d'ambassadrice, c'est un rôle, vraiment, c'est une belle opportunité de faire connaître notre belle région partout à travers le Québec et même encore plus, parce qu'on veut amener ces gens-là, ces touristes-là, à venir vivre une belle expérience par chez nous. Puis, justement, moi, je trouve que j'ai un beau rôle. Je suis bien positionnée, étant donné que je suis en agro-tourisme. Bien, nécessairement, les gens vont passer par chez nous parce qu'ils doivent manger, bien sûr. Donc, c'est vraiment une belle opportunité de faire connaître la région et de faire connaître mon entreprise. Peut-être nous révéler un peu tes petits coups de cœur à la région. Quels sont tes coups de cœur en Abitibi-Témiscamingue, toi, personnellement? Bien, c'est sûr, il y a plusieurs festivals que j'apprécie, dont le FME et la Foire gourmande. Donc, 2 de mes passions, la musique et la nourriture. Et beaucoup les grands espaces, les lacs, tout ça. Moi, c'est vraiment là, ma vie, elle roule super vite. Fait que moi, les grands espaces, aller me reposer au chalet ou au camp de chasse à mon chum, à Guérin, là, c'est vraiment là, un beau moment pour moi. Ouais.
Puis comment on fait pour bien faire connaître la région aux touristes quand les touristes viennent dans ton commerce? Comment on fait pour bien les accueillir, bien leur faire connaître les attraits à voir? Bien, dans le fond, moi, je trouve que ça passe beaucoup par l'expérience client, l'expérience de l'humain. Donc, de pas avoir peur de parler à nos clients, surtout ceux qui viennent de plus loin, et de leur parler justement de nos coups de cœur, de ne pas rester juste à parler de mon entreprise. Ils passeront pas une semaine à l'Éden Rouge, on s'entend. Donc, essayer de leur faire connaître nos coups de cœur. Puis les gens, c'est ça qu'ils recherchent un peu, là, la vie locale des gens. Donc, de ne pas avoir peur de les amener dans nos petits coins cachés un peu, là. La préouverture du parc Ouimican, ça a été un facteur dans cette campagne-là? Bien, c'en est un notamment dans les relations de presse parce que déjà l'ouverture d'un parc national, d'un deuxième, mais au Québec de façon générale, l'ouverture d'un parc, c'est rarissime. Le fait d'en avoir un deuxième en Abitibi-Témiscamingue, c'est pour nous du bonbon parce que c'est une figure de proue pour le développement du plein air en Abitibi-Témiscamingue. Ça va être un superbe site et déjà, il y a beaucoup d'intérêt de la part des journalistes à venir visiter en primeur le site. Puis justement, quelle est votre stratégie pour vendre la région comme dans des grands marchés comme Montréal, Québec et même la France? Bien, en fait, la stratégie qu'on utilise, c'est beaucoup le web. Bien, en fait, l'action principale pour aller chercher les gens, c'est le web. C'est sûr qu'il y a des placements publicitaires autres qui sont un petit peu plus traditionnels, mais le web, les relations de presse, c'est deux éléments qui nous tiennent à cœur et sur lesquels on investit particulièrement. Donc, on est capable de cibler les gens à qui on veut parler avec le web. Puis pour les relations de presse, on tombe un peu plus grand public, mais avec une crédibilité que nous-mêmes, on pourrait même pas se donner, tu sais. J'en parle un peu, depuis plusieurs années, vous êtes beaucoup plus présent sur justement réseaux sociaux, sur le web. Comment vous faites pour monter justement une bonne campagne web et être présent sur les réseaux sociaux, se faire bien connaître de l'extérieur de la région? Bon, en fait, nous, ce qu'on a trouvé, c'est d'aller chercher de l'aide parce qu'on en fait beaucoup à l'interne. Les médias sociaux, c'est nous. On a quelqu'un dédié à ça qui s'occupe vraiment d'alimenter les communautés qu'on a. On a des blogueurs aussi qu'on invite, des influenceurs, des Instagrammeurs qui nous fournissent beaucoup de contenu, qui nous permettent de faire rayonner la région et sur notre blog et sur les leurs. Alors, on est présent sur le web de cette façon-là. C'est la grosse stratégie qui est utilisée. On fait déjà un bon travail à l'interne. On a quelqu'un dédié, mais en plus, on s'est associé à une entreprise. Parce que nous, on n'a pas toute la technologie pour être en mesure de faire ce qu'on appelle, nous, du cross-marketing. D'aller chercher la personne sur Google qui fait une recherche, de la recibler un peu plus tard dans ses recherches. Nous, on n'a pas ce qu'il faut pour faire ça. Alors, on a une agence de placement web qui nous permet de le faire en fonction de nos stratégies puis de nos produits. Mais on fournit tout le matériel. Nous, on utilise notre matériel, on ne fait rien faire à l'extérieur, outre les placements. Il y a plusieurs années, on remonte à loin. Je pense que les Abitibi-Témiscamingue ont peut-être méconnus ailleurs au Québec, peut-être. Est-ce que maintenant, justement, cette stratégie-là, vous sentez que qu'on est plus connus, que les gens nous identifient un peu mieux, même sur la carte du Québec, exemple? Effectivement. Moi, j'ai commencé en tourisme en 94. Là, ça trahit un peu mon âge. Mais effectivement, on allait en salon et les pires ambassadeurs de l'Abitibi-Témiscamingue, c'était les gens de la région qui disaient qu'il n'y avait rien à faire et à voir. Alors, c'est pour ça que Tourisme Abitibi-Témiscamingue a développé notamment ce que mon président vous a dit tout à l'heure pour la qualité de vie du citoyen d'abord. On se fait des activités. Puis ensuite, on est assez trippant que les gens veulent venir nous voir. Bien, c'est ce qui s'est passé dans les 15 dernières années. Vous avez vu les festivals apparaître comme le FME, Foire gourmande, Ossisco en lumière, H2O. Bien, ces festivals-là ont une notoriété et sont une vitrine absolument extraordinaire pour l'Abitibi-Témiscamingue. Le bouillonnement culturel aussi qui nous fait vraiment rayonner à l'extérieur de nos frontières. Alors, la mentalité des gens d'ici a changé, beaucoup évolué. On est des gens fiers et on le sent et on le sait. On a aussi fait beaucoup de travail avec Cultura sur le territoire pour être en mesure justement de se dire, OK, on se met beau, on est fiers. Alors, on fait beaucoup de travail là-dessus. On aime les arts, on aime la culture. Et ça, c'est vraiment une force parce qu'on crée comme personne sur la planète crée. On a notre propre identité comme Témiscabitibiens.
Le 8 mai dernier s'est tenu le lancement de la programmation de la 17e édition de la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Les 17, 18 et 19 août prochains, avec comme porte-parole le chef Stefano Faita, le comité organisateur vous invite à vous laisser tenter par les exposants et leur dégustation de produits régionaux, les spectacles musicaux en soirée, le paysage incroyable qu'offre la baie des Pères et le lac Témiscamingue, ainsi que par la grande quantité d'activités festives disponibles sous le chapiteau. TV Témis était présente lors du lancement et voici ce qu'on a préparé pour vous. Donc, Vanessa Descoteaux, tu peux nous expliquer sur quoi vous avez misé pour la programmation de cette 17e édition de la Foire gourmande? Bien, c'est pas compliqué ce qu'on a visé cette année. C'est comme un peu l'année dernière, on a visé sur la bouffe. Alors, on veut nourrir les gens. On attend 35 000 visiteurs. Alors, on se dit, il faut qu'on soit capable de nourrir tous ces gens-là. Alors, on travaille avec les exposants qui seront là pour nourrir les gens. Cette année, comme l'année dernière, les exposants se doivent de préparer une bouchée gourmande. Donc, c'est sûr qu'il y aura au minimum 45 bouchées parce qu'il y a plusieurs exposants qui en font plein aussi, là, qui n'en font pas juste une. Alors ça, il y a beaucoup la bouffe de nuit aussi qu'on vise là-dessus. On a aussi le chapiteau des découvertes qui aura 2 éléments gourmands aussi. Le vendredi soir avec Stefano, avec les pâtes fraîches, avec des billets, seulement 100 billets prévus. Et le samedi aussi, 5 chefs, 5 aliments, un souper gastronomique, on se doit de réserver ça. Donc c'est ça, on a misé sur ça, mais aussi, on a misé aussi beaucoup sur l'ambiance. L'espèce de belle ambiance qui est la foire, conviviale, forain. Alors, autant au niveau de la bouffe, mais autant au niveau des spectacles, je pense que l'ambiance va être magnifique. Et quels sont les artistes qui viendront se produire sur la scène de la Foire gourmande cette année? Mais en fait, on a 2 scènes principales. On a la scène du lac. C'est tous des artistes à saveur régionale, un peu au niveau du Témiscamingue, de l'Abitibi, du Nord-Est ontarien aussi, qui aura des prestations le vendredi soir et le samedi sur la scène régionale. On peut voir le nom des artistes sur notre site Internet. Mais aussi sur la scène principale, le vendredi, entre autres, le vendredi, il va y avoir Québec Redneck et les 8 sourcils. Je pense que ça va être le fun. Ça va être le fun. C'est ça qu'on avait envie. Tu sais, on s'est dit, on n'a pas un budget non plus phénoménal au niveau de cette direction artistique-là, mais on avait envie de se faire du fun. Alors, le vendredi, je pense que c'est mission accomplie. Et le samedi, il y aura entre autres Caïn, qui est notre... on est très contents de ça aussi. On va retrouver Caïn avec ses... Ils ont une tournée, donc ils arrêtent chez nous, on est contents. Et pour finir la soirée, on va danser. On avait envie de ça, bouger un peu, tout ça. Alors, un groupe de 10 qui vont faire des chansons populaires avec des danses, etc. Et il y aura aussi la foire de nuit. On pourra manger jusqu'à 4 heures du matin. Quand même, c'est chouette, ça. Ça, je suis très contente. Il y a déjà 30 exposants qui ont confirmé leur présence. Je me dis, vous êtes satisfait de la réponse jusqu'à maintenant? Moi, je suis comblée. Je suis très comblée. Puis, entre autres, dans ces 30 exposants-là, il y en a 10 qui sont nouveaux. Alors ça, moi, là, je suis impressionnée de tout ça parce qu'on se dit tout le temps, c'est le combat, hein, c'est le nerf de la guerre, les exposants de la foire. S'il n'y a pas d'exposants, à mon avis, il n'y a pas de foire. Donc, je suis très contente. Et 10 nouveautés, 10 nouveaux exposants et aussi presque 10 au niveau de l'Ontario. Donc, ça aussi, je suis très contente. Il y a une belle participation. Puis on n'a pas fini notre travail. On est juste au mois de mai. La foire est au mois d'août. Donc, je m'attends au moins 45 exposants. C'est ce que je souhaite. La 17e édition, comment on fait pour se renouveler d'année en année, pour offrir une programmation un petit peu diversifiée d'une année à l'autre? Oui, on se dit tout le temps ça. Hein? C'est difficile quand même parce que la foire reste la foire au niveau de l'agro-transformation. Cette année, on a aussi misé sur, Stefano, qui nous amène du sang neuf puis le dynamisme qu'on lui connaît. Mais aussi, on a misé sur inviter une région. Donc, on y va avec une région invitée. Cette année, on a choisi Montréal, un peu aussi à cause de Stefano. On veut faire une petite touche italienne aussi à la foire. Donc, par toutes sortes de façons, on se renouvelle. Aussi, pas juste dans la bouffe, mais dans l'offre aux visiteurs. Parce qu'on se dit tout le temps, tu
Tu sais, la foire, on ne peut pas manger pendant 24 heures. Alors, au travers de ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va aussi faire que le visiteur ait des choses à faire entre les repas pour le garder pour le prochain repas. Tu sais, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Justement, vous avez parlé un peu, tu sais, on est une région agro-touristique. Comment on fait pour développer l'agro-tourisme, selon vous, dans une région comme la nôtre? Comment on fait pour développer tout ça, à votre avis? Moi, je pense que c'est tellement facile, ce monde-là, de l'agro-tourisme. Je pense que la foire gourmande, c'est un élément de l'agro-tourisme. Hein? On fait venir combien de visiteurs dans notre patelin, on leur montre ce qu'on fait, tout ça. Mais je pense que la région se doit de développer un côté au niveau de l'agro-tourisme. Comment on fait? Il y a 1000 façons. On peut organiser des colloques, on peut engager des gens, on peut mettre quelqu'un qui siège au niveau du CA, dans des CA qui lèvent leurs mains en disant « Oh, on a-tu pensé aux agro-transformateurs? » On peut engager des gens à l'association touristique régionale. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à ce niveau-là. Il y en a 1000 façons. Il s'agit de trouver les ressources et aussi les sous. Là, c'est tout le temps un peu ça, mais je pense que je lisais une étude la semaine dernière là-dessus sur l'agro-tourisme, comment ça devient une façon très importante de faire connaître une région, pas juste par ses lacs, par sa forêt, mais aussi par ses entrepreneurs qui la développent aussi. Donc, je pense que c'est très important de travailler là-dessus. Là, vous avez parlé un peu justement là, du concept de région invitée. Peut-être nous expliquer comment vous voyez ça, comment vous voyez ça, ce concept-là? Bien, un peu comme la région de l'Ontario devient un peu, en fin de compte, une région invitée. C'est-à-dire qu'elle avait comme un kiosque qui était un peu conjoint avec tous les agro-transformateurs puis qui faisait un produit qui regroupait certains produits. Parfois oui, parfois non. Parfois, c'était des produits de chaque. Mais on veut faire comme une espèce de coin et que c'est dans ce coin-là, on aura des gens de Montréal et qui vont nous montrer leurs produits, mais que nous aussi, on va être capable de montrer ce qu'on sait faire. Et des fois, ça ouvre des portes, ça. Moi, je dis tout le temps que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'aller voir ce que les autres font. Donc, je trouve que c'est une bonne façon aussi d'aller voir, mais eux, ils peuvent emporter notre produit aussi dans leur belle région. Donc, voilà, c'est un peu ça. Aussi, on parle aussi vous voulez un peu renouveler l'expérience visiteur, un peu, comment vous voyez ça dans vos mots, un peu justement de renouveler l'expérience du visiteur, un peu de l'améliorer, si on peut dire? Oui, bien aussi, en ce qui concerne les activités, c'est surtout ça. Alors, il y aura un jeu d'évasion. Donc, c'est la grosse mode, là, on s'enferme, puis on essaye de trouver l'énigme. Puis, donc, il y aura des jeux d'évasion, il y aura des activités foraines, les mascottes reviennent. La journée du dimanche, elle est remplie à craquer pour vos enfants. Si vous voulez apporter vos enfants, vos petits-enfants et toute la ribambelle, on les fait manger un peu, puis ils ont des choses à faire. Il y a des jeux gonflables, du maquillage, nommez-en, là. Donc, c'est un peu dans tout ça qu'on veut. On a nos artisans aussi, que c'est le fun d'aller flâner dans leur... ils sont pas là. On a beaucoup de cours de cuisine aussi. On a plein de choses, finalement. Je sais pas si on va en avoir assez pour 3 jours. C'est le samedi 5 mai dernier que les meilleures brigades de 6 écoles de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, des brigades culinaires, se sont affrontées lors d'une épreuve culinaire animée par la chef de l'école Marcel Raymond, Angélane Guimont. Des jeunes des écoles Marcel Raymond de Lorrainville, du Carrefour de la Tulipe, de La Source et d'Iberville de Rouyn-Noranda, de la Forêt d'Amos et de le Delta de Matagami ont participé à ces quarts de finale. Dans le cadre du programme Les Brigades culinaires, toutes les équipes formées des jeunes en provenance de 100 écoles secondaires à travers le Québec ont relevé plusieurs défis culinaires tout au long de l'année, leur permettant d'accumuler des points. 21 quarts de finale ont eu lieu, suivis de 5 demi-finales à travers la province qui ont déterminé les 5 brigades finalistes qui auront la chance de participer à la grande finale provinciale des brigades culinaires à l'ITHQ le 3 juin prochain, animée par le porte-parole Ricardo Larrivée. Cet événement a donc lancé le défi aux jeunes passionnés de créer un plat sain et savoureux à partir d'ingrédients surprises. En mettant à l'épreuve les apprentissages culinaires qu'ils ont acquis à travers les 24 ateliers culinaires, ils ont dû charmer le jury avec leur création. L'école du Carrefour de la Tulipe a obtenu la 5e place lors du quart de finale. Marcel Raymond de Lorrainville a frôlé la victoire avec une 2e place et c'est l'équipe d'Amos qui a représenté la région à Gatineau le week-end dernier et les participants d'Amos n'ont malheureusement pas réussi à passer à la prochaine étape.
Pour en savoir plus sur les brigades culinaires, suivez tout simplement leur page Facebook. Où s'arrêtera la dégringolade du prix du lait à la ferme? Après des mois de baisse constante, il vient d'atteindre son niveau le plus bas depuis 2004. En avril, le prix du lait à la ferme a atteint les 64,12 l'hectolitre à la composition de référence, soit une chute de plus de 4 % en un mois. En entrevue à La Terre de chez nous et tel que décrit par la journaliste Julie Mercier, le président des producteurs de lait du Québec, PLQ, Bruno Letendre, a indiqué qu'il manque au moins 8 $ l'hectolitre pour couvrir le coût de production. Ce prix s'explique en grande partie par la diminution des ventes de lait de consommation, une classe payante. Une plus grande part de la production a donc été redirigée vers la fabrication de beurre, générant ainsi des surplus de solides non gras, qu'on appelle les SNG, qui tirent le prix vers le bas. Inquiets de la pérennité des fermes laitières, les PLQ plaident pour une augmentation de prix. L'organisation demandera à la Commission canadienne du lait d'entamer un processus de consultation pour revoir le prix à la hausse. À l'annonce de ce nouveau recul du prix, les producteurs se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Plusieurs accusaient les transformateurs de tirer profit de la situation alors que les prix au détail ne bougent pas. Ils étaient également nombreux à s'inquiéter de la santé financière des entreprises qui ont injecté d'importantes sommes dans des projets d'agrandissement et de rénovation de leur installation. Plusieurs en appellent maintenant à une réduction de la production. Le président des PLQ reconnaît que la surproduction n'aide pas. Depuis le 1er mai, le droit de produire a été amputé de 1,5 % et 4 journées additionnelles de production prévues cet automne ont été retranchées. Le comité quota des 5 provinces de l'Est, le P5, qui gère leur lait en commun, se reverra au début du mois de juin. D'autres mesures pourraient alors être prises. C'est un dossier à suivre. Continuons en agriculture. L'appel des grues a commencé à se faire entendre en Abitibi-Témiscamingue. Encore peu visibles, ces oiseaux échassiers qui peuvent faire jusqu'à 117 cm de haut sont perçus comme une menace pour plusieurs producteurs de la région. Tel que décrit par la journaliste Lise Millette de ICI Radio-Canada Régional, depuis déjà quelques années, des agriculteurs, l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, la FEDC-CP, tentent d'obtenir un droit de chasse pour cet oiseau migrateur qui envahit littéralement les champs et ravage les cultures, principalement les champs d'orge. Malgré des demandes répétées pour obtenir un droit de chasse pour la grue, le Service canadien de la faune n'a toujours pas donné son aval à cette avenue, et ce, même si les tentatives d'effarouchement n'ont rien donné pour chasser l'oiseau des terres agricoles. D'ailleurs, différents efforts d'effarouchement ont été tentés en Abitibi-Témiscamingue, notamment des épouvantails, des pistolets, des canons effaroucheurs, mais sans grand succès. Les grues ont compris rapidement que les canons automatisés étaient réglés sur un cycle répétitif et régulier. Devant des échecs répétés et avant de subir un autre automne ravageur, la FEDC-CP souhaite proposer d'aider le Service canadien de la faune à identifier quelle est la population de grues qui migre dans la région afin de trancher la question sur la survivance de l'espèce. Si la chasse est refusée, c'est que la survie d'une des espèces de grues au Canada est en péril. La population de l'Est, qui se concentre dans la région des Grands Lacs, compte moins de 75 000 individus, alors que celle qui migre plus au nord vers la baie James et l'Arctique s'établit à plus de 500 000 individus. Avant de donner le feu vert à la chasse, le Service canadien de la faune veut s'assurer que cette activité ne décimera pas davantage une espèce menacée. Autre dossier maintenant, la députée néo-démocrate d'Abitibi-Témiscamingue, Christine Moore, a pris la parole lundi après-midi devant les médias à Rouyn-Noranda dans sa circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Elle a nié les allégations d'inconduite sexuelle lancées à son égard par l'ancien militaire Glenn Kirkland et a présenté des photos à l'appui. Tel que décrit par les journalistes Angie Landry et Tania Neveu de ICI Radio-Canada, Glenn Kirkland affirme que la députée québécoise aurait eu un comportement inapproprié à son endroit en 2013, alors qu'il était vulnérable et qu'elle était en position d'autorité. Christine Moore affirme avoir été totalement sous le choc quand la nouvelle est sortie. Elle a profité de ce point de presse pour dresser une chronologie des événements qui la relie à l'ancien militaire Glenn Kirkland. La députée a raconté aux médias dans quelles circonstances elle et M. Kirkland s'étaient rencontrés et dans quel contexte ils ont entretenu une courte relation amoureuse. Christine Moore a d'ailleurs fait circuler des photos la montrant avec Glenn Kirkland lors du point de presse. Sur certaines d'entre elles, ils apparaissent tous les deux enlacés.
Son équipe a aussi présenté aux journalistes sur place des copies du billet d'avion de Glenn Kirkland qui devait venir la joindre à Rouyn-Noranda, ainsi que des billets d'avion réservés par Christine Moore pour se rendre au Manitoba et en Saskatchewan. Les copies de ces billets ne peuvent toutefois pas être diffusées en raison de l'enquête en cours. Le dossier complet sur cette conférence de presse est d'ailleurs disponible sur le site Internet de ici Radio-Canada Régional. Et par ailleurs, il y a l'adjoint de circonscription de Mme Moore, Alain Guimont, qui a réitéré lors du point de presse que Christine Moore poursuivait ses engagements politiques malgré qu'elle soit actuellement suspendue de ses fonctions parlementaires auprès du caucus. Christine Moore a par ailleurs confirmé lors de ce même point de presse qu'elle allait poursuivre en diffamation l'ex-militaire ainsi que 3 chroniqueurs du Canada anglais, respectivement de CBC, du National Post et du Toronto Star, pour leurs propos tenus à son égard. 26 bibliothèques en Abitibi-Témiscamingue seront rénovées. Cette bonne nouvelle fait suite à l'annonce récente de l'appui financier par le Fonds d'appui au rayonnement des régions, le FAR, à la suite d'une demande commune regroupant plusieurs projets de rénovation de bibliothèques déposés par le réseau Biblio de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec au nom de plusieurs municipalités et bibliothèques de la région. Le réseau Biblio a, au fil de son histoire, géré différents programmes gouvernementaux visant la mise à niveau des équipements des bibliothèques. Cette expertise au niveau de la connaissance et des besoins a permis au réseau Biblio d'accompagner les municipalités dans le développement de leurs services de bibliothèque. Cependant, il n'est pas toujours facile pour une municipalité de réserver à son budget des sommes importantes pour la mise à niveau de sa bibliothèque. De là, toute l'importance d'un accompagnement externe qui concrétisera le projet. À cette fin, le réseau Biblio avait compilé depuis plusieurs mois les besoins afin de faire une demande commune et régionale au phare, puisque ce projet a une valeur et des effets structurants positifs sur les conditions de vie de notre population, puisqu'il rend les milieux de vie stimulants et améliore le bien-être des citoyens de la région. Le réseau Biblio a conclu une entente sectorielle de développement avec 4 MRC et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire afin d'assurer la mise en œuvre du projet de rénovation de bibliothèques en Abitibi-Témiscamingue sur une période de 2 ans. Pour le Témiscamingue, les bibliothèques suivantes seront rénovées avec cet appui financier, soit Anglier, Fabre, Fugerville, La Tulipe, Lorrainville et Ville-Marie. L'École secondaire Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord a un objectif d'ici la fin de l'année scolaire, ouvrir sa propre serre grâce au groupe de menuiserie qui travaille d'arrache-pied pour réaliser ce projet. Selon les informations de Tania Neveu de ici Radio-Canada, des meubles extérieurs ont aussi été construits par les élèves, comme des chaises, des bancs et des bacs à fleurs. 9 garçons et 3 filles ont participé à ces constructions. Les meubles conçus par les élèves seront vendus aux enchères. Le profit des ventes servira à acheter de nouveaux matériels pour la classe de menuiserie. Les projets réalisés en 2017-2018 dans le cours de menuiserie frôlent les 18 000 $. L'enseignante Nancy Racine supervise les travaux. Passionnée par son métier, elle investit plusieurs heures de bénévolat, mais elle croit que le jeu en vaut la chandelle. D'ailleurs, Olivier Brassard, étudiant à l'École Rivière-des-Quinze, souhaite devenir charpentier menuisier. Ce projet est donc tout indiqué pour lui. Un nouveau comité a été initié il y a quelques mois par la Ville de Ville-Marie, le comité Environnement et Qualité de vie. Il réunit une dizaine de citoyens ayant décidé de passer à l'action et la municipalité de Duhamel-Ouest s'est également jointe à ce mouvement citoyen. Une première activité aura lieu sous peu. Il s'agit du nettoyage des fossés le long de la route 101. La fonte de la neige ferait surgir une foule de contenants de breuvages, emballages plastiques et autres résidus. La chasse aux déchets se déroulera le samedi 26 mai prochain. Tous les bénévoles sont les bienvenus. Il s'agit simplement de prévoir de bonnes chaussures, un dossard, des gants et de l'eau. Suite à cette activité, il y aura la mise en place des dimanches familiaux écolos d'une fréquence d'1 par mois. Ces dimanches débuteront par un pique-nique dans un parc, suivi d'une activité environnementale, d'une activité qui bouge et d'une collation santé. Le premier se déroulera le 10 juin au parc du Centenaire. Il y aura aussi, pour l'occasion, échange de plans. Si vous voulez plus d'informations sur ces activités, vous n'avez qu'à suivre la page Facebook « Les Enverdeurs ». Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, le CISAT, souhaite implanter des garderies en milieu de travail. Tel que décrit dans un article de Tania Neveu de ici Radio-Canada, un projet pilote sera déposé au ministère de la Famille afin d'ouvrir une installation de garde à l'hôpital de Ville-Marie. Le CPE chez Calimero de Ville-Marie collabore étroitement au projet.
Le CIS souhaite ainsi améliorer les conditions de travail de ses employés. L'adjointe relations médias au PDG du CIS, Christina Sayer, explique qu'il s'agit d'une façon de répondre aux besoins des employés du milieu de la santé qui ont des horaires atypiques. Le CIS souhaite pouvoir ouvrir cette première garderie en milieu de travail dès septembre 2020. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue veut collaborer à trouver des alternatives à la fermeture annoncée de la piscine de Ville-Marie. Tel qu'indiqué par la journaliste de ICI Radio-Canada, Tania Neveu, un membre de la direction, Stéphane Lachapelle, sera impliqué dans le processus servant à trouver des solutions avec d'autres instances du milieu. Le CIS affirme qu'il est impératif que les gens du Témiscamingue puissent bénéficier d'un service d'une piscine municipale. Le PDG du CIS-AT, Yves Desjardins, soutient que l'organisation souhaite soutenir la Ville et la MRC de Témiscamingue et mettre leur expertise à contribution. Un nombre de 321 cas de fugue a été enregistré dans les centres jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est 107 cas de plus que ceux recensés en 2017, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'année précédente. Selon les informations recueillies par Félix B. Desfossés et comptabilisées par Angie Landry de ICI Radio-Canada, les centres jeunesse considèrent qu'il y a une fugue dans le cas où un jeune ne se trouve pas dans un endroit prévu par les services d'hébergement. La directrice du programme jeunesse et responsable des centres de réadaptation avec hébergement de la région, Marie-Claude Duval, soutient que 76 % des fugues en Abitibi-Témiscamingue se résoudent en moins de 48 heures et 66 % en moins de 24 heures. Elle soutient que les services d'hébergement suivent un protocole rigoureux lorsqu'un bénéficiaire manque à l'appel. Les porte-paroles d'Opération Enfants Soleil, Annie Brocoli et Maxime Landry, étaient de passage dans la région pour dévoiler les montants versés aux établissements régionaux. 2 959 $ sont versés au CIS Abitibi-Témiscamingue, hôpital de Ville-Marie. Cet octroi permettra d'acheter un Néopouf, un appareil permettant la ventilation manuelle des nouveau-nés en détresse respiratoire. Depuis 2016, c'est 20 539 $ qu'Opération Enfants Soleil a remis à cet établissement. Et jusqu'à maintenant, plus de 1,1 million de dollars ont été distribués dans la région pour offrir de meilleurs soins et améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés. Notez que le prochain Téléthon d'Opération Enfants Soleil se tiendra le 17 juin prochain. En terminant, le Gala des mérites de l'entrepreneuriat 2018 se tenait à la salle d'Autorie de Témiscamingue le 5 mai dernier, conjointement organisé par la Chambre de commerce Témisacor et la Chambre de commerce Témiscamingue-Kipawa. Cette soirée a permis la remise des prix suivants, soit le prix Mérite Reconnaissance à Guy Trépanier, ancien directeur général de la Société de développement du Témiscamingue et bien connu du milieu entrepreneurial. Dans la catégorie création d'entreprise Horizon Drone, croissance et développement Les Armoires Novastyle, jeune entrepreneur Joanie Morin, entraînement intelligent training, entrepreneur de l'année Joanie Morin, entraînement intelligent training, travailleur autonome pour très petite entreprise Magali Aumont pour capteur de saveur, pour grand employeur matériaux innovants rayonniers, entreprise de l'année équipement cardinal, mérite OBNL le refuge pour animaux du Témiscamingue et finalement pour le mérite accueil rétention Armoire Conceptem. TV Témis félicite tous les lauréats. Et voilà ce qui conclut Info Témis pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier bulletin de la saison régulière. Et d'ici là, on vous invite à nous suivre sur notre page Facebook et aussi visiter régulièrement notre site internet témis.tv pour avoir tous les détails sur notre programmation. À bientôt! Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes,
des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.